Catherine Henny, bonjour. Bonjour. Il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait une publication concernant de l'ADN ancien. Pourquoi une telle profusion de publications dans ce domaine ? Alors en fait, la paléogénétique, la discipline qui étudie l'ADN ancien, existe depuis une vingtaine d'années environ. Et dans un premier temps, la méthodologie qui a été utilisée, qui s'appelle la PCR pour Polymerase Chain Reaction, permettait de cibler certaines petites portions du génome ancien et d'en obtenir des données. Et les nouvelles méthodologies qui sont mises en place depuis quelques années permettent non plus d'accéder à des petites portions spécifiques, mais d'avoir une idée beaucoup plus globale du génome de ces espèces ou de ces populations anciennes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de données qui donnent des réponses plus importantes et plus vastes que ce qu'on pouvait obtenir auparavant, et donc qui donnent lieu à plus de publications. Mais concrètement, on le trouve où cet ADN ancien ? Comment on extrait cet ADN ? Où est-ce qu'on le trouve ? On va récupérer cet ADN dans divers substrats anciens, par exemple des ossements, mais qui ne sont en fait plus vraiment des fossiles, puisqu'on a encore la présence de matière organique, puisqu'on a de l'ADN dans ces échantillons. Donc on peut le trouver dans des tas de substrats différents. Alors ça peut être les ossements, ça peut être les dents, ça peut être les cheveux, cela peut être également des restes organiques tels que des coquilles d'œufs, des ivoires, etc. Mais on dit souvent que l'ADN est très fragile, qu'il peut se détruire très rapidement. Oui. Il faut quelles conditions ? Alors, il y a deux choses intéressantes à dire. C'est que, dans le fond, avant de dire qu'il est dégradé, il faut se dire que l'ADN est quand même une molécule extrêmement stable, puisqu'elle peut, malgré le fait qu'elle subit les dégradations du temps et de l'environnement, elle peut rester présente dans des échantillons anciens très très longtemps. Alors c'est à la fois parce qu'elle est très stable et à la fois parce qu'on a des technologies extrêmement puissantes qui font qu'on arrive à la récupérer. Donc cette molécule persiste, mais elle ne persiste pas dans des conditions identiques ou dans un état identique à de l'ADN qu'on va appeler de l'ADN actuel ou de l'ADN moderne, c'est-à-dire l'ADN qui est pris dans nos cellules, dans nos tissus, par exemple. C'est de l'ADN, comme je l'ai dit, qui a subi des modifications dues au temps et à l'environnement. Par exemple, c'est de l'ADN qui est, même s'il est présent, il est présent en très petite quantité, il est dégradé, c'est-à-dire qu'il est coupé en petits morceaux, et il est chimiquement modifié, c'est-à-dire que les bases qui le constituent sont modifiées par le temps, ce qui fait que ça pose quelques problèmes, par exemple, pour les paléogénéticiens, pour l'analyser, puisque dans la mesure où il est dans des conditions spécifiques, il peut être contaminé par de l'ADN actuel et de l'ADN moderne. Et puis, il faut être sûr, et ça je dirais que c'est le travail d'un paléogénéticien, de ne pas confondre ces modifications des bases, qui sont en fait des modifications artefactuelles, dues à l'environnement au temps, avec des modifications vraies, qui sont les mutations qu'on cherche à aller voir dans les échantillons anciens, par exemple pour savoir comment évoluer le génome d'une espèce il y a plusieurs milliers d'années, le comparer à un génome actuel. Donc en quelque sorte, notre travail de paléogénéticien est un travail d'archéologie. Nous sommes des archéologues de l'ADN. Vous avez étudié l'ADN de Néandertal, qu'est-ce que vous avez pu en tirer ? Les premières études ont été réalisées déjà dès 1997 à partir du spécimen type de néandertalien, donc venant de la vallée de Néander. Et ce qui avait été montré une première fois, c'est que vraiment le génome de Néandertal était très différent des génomes de l'homme moderne, Homo sapiens. Et nous, spécifiquement, nous avons pu montrer que la diversité génétique des Néandertaliens était en fait beaucoup plus large que ce qui avait été étudié auparavant. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé d'un Inuit de 4000 ans, dont on avait retrouvé l'ADN à partir d'un cheveu, je crois. Tout à fait. Et on a pu en dresser un portrait robot. On savait qu'il avait une calvitie naissante, on a pu dresser son groupe sanguin, je crois. Tout à fait, oui. La paléogénétique peut faire tout ça aujourd'hui ? Oui. Et justement, vous faites bien de dire aujourd'hui, parce que justement pendant 20 ans, on a surtout regardé ce qui était l'ADN mitochondrial qui est présent en plus grand nombre de copies. Donc il y avait plus de chances de pouvoir le récupérer puisqu'on s'adressait à des techniques qui permettaient que de cibler certaines portions du génome. Alors que maintenant, avec ces méthodologies, on passe de la paléogénétique à la paléogénomique, et là on regarde des portions du génome beaucoup plus grandes, et on peut également regarder ce qu'il en est de l'ADN nucléaire, et donc avoir accès à des données concernant les traits phénotypiques, par exemple, comme vous l'avez dit, le groupe sanguin, la couleur des cheveux, etc. Il y a 20 ans, quand il y a eu les premières analyses de paléogénétique, tout le monde disait, est-ce qu'un jour on pourra
avoir accès à des données concernant les Néandertaliens, la couleur des yeux, etc., ça paraissait complètement irréaliste. Et c'est quand même assez fou qu'en 20 ans, on ait fait ce chemin-là et qu'on puisse maintenant accéder à ce genre de données. Catherine Henny, merci. Merci.